plutôt que le savoir-faire local. Ce manque de confiance se traduit par la recherche d'une reconnaissance occidentale chez les élites intellectuelles ou artistiques. Pour être considéré, il faut être reconnu par l'Occident. Tel est l'état d'esprit de beaucoup d'intellectuels. Heureusement, il se forme une certaine résistance. Une jeune étudiante sénégalaise, Bousso Dramé, en est la digne représentante. Elle a refusé son visa pour la France après que les fonctionnaires de l'ambassade l'aient humiliée. Un traitement que de nombreux témoignages ont confirmé comme étant chose courante. C'est de cette jeunesse qui navigue sur Internet et s'investit dans les réseaux sociaux et les blogs que viendra le renouveau. Elle s'oppose à la subordination des gouvernements aux anciennes puissances coloniales, notamment à l'occasion des sommets France-Afrique, où la France explique aux chefs d'État comment se comporter. La musique a une fonction importante dans cette contestation. Elle incite les Africains à ne plus se poser en victime. Elle prône une prise de conscience du peuple, de sa liberté et de sa fierté, ce qui n'empêche pas les chanteurs de critiquer les régimes et les clans en place. Elle met en valeur les héros africains, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et surtout Nelson Mandela. Enfin, la prise de conscience du pouvoir des Africains va être facilitée par la publication de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, qui débute dès l'apparition de l'homme sur le continent. Celle-ci va permettre au peuple africain d'arrêter de ressasser le passé et d'exploiter les valeurs positives de leur culture. Chapitre 6. L'éducation peut changer l'Afrique. L'éducation et la formation sont indispensables au développement de l'Afrique. Or, si d'énormes progrès ont été réalisés, il faudra attendre encore 10 ans pour que l'éducation pour tous devienne une réalité. C'est en matière de sciences humaines que la difficulté est la plus grande, car elles sont imprégnées de l'esprit colonialiste. Il est donc essentiel de réformer les mentalités et de se libérer des mots tels que tiers-monde, sous-développé ou en voie de développement. Ils rappellent un Occident qui a enfermé l'Afrique dans la barbarie, la sauvagerie et le paganisme. L'Afrique doit inventer de nouvelles sciences humaines en tenant compte de la mentalité des anciens colonisés, mais aussi des traditions qui restent souveraines et utiles. Tels sont les projets des nouveaux penseurs africains comme Yala Kisukidi, le philosophe. Pour ce faire, les universités ont un rôle important à jouer. Le prix Nobel de littérature, Wolsoninka, préconise la self-appréhension, c'est-à-dire la prise de conscience de leur culture par les Africains eux-mêmes. Il propose d'appréhender le réel africain par la science en désoccidentalisant le savoir scientifique. Cette analyse des traditions orales peut permettre d'identifier les contenus de la pensée africaine. La culture Yoruba, ethnie du Nigeria, et des peuples bantous, est représentative de ce mode de pensée. Pour eux, l'homme est un élément du cosmos et participe comme les plantes ou les animaux à la destruction et à la recréation du monde. Vivre est donc une démarche religieuse et chacun doit agir pour le bien de l'humanité. Ainsi, les religions africaines sont des religions de la vie. Aucune ne préconise l'hégémonie. C'est exactement ce que les universités africaines doivent prendre en compte pour se libérer de leur culture occidentale. La colonisation a calqué l'organisation de l'enseignement supérieur sur celle des pays colonisateurs, en maintenant les Africains dans la dépendance intellectuelle. Il est urgent de permettre aux universités de se réinventer et de fournir aux jeunes une image positive d'eux-mêmes. Chaque pays doit adapter son enseignement à ses besoins économiques, politiques, culturels. Pour cela, la recherche scientifique ne doit plus être soumise au financement externe qui l'oblige à suivre un mode de fonctionnement élaboré ailleurs. Il est indispensable de se réapproprier les savoirs ancestraux, les traditions orales de la société antécoloniale. Chapitre 7. Il faut oser réinventer l'avenir. En 2015, une réunion a été organisée au Mali sur le thème « Oser réinventer l'avenir ». Le terme « oser » souligne bien l'état de subordination dans lequel se trouvent même les intellectuels africains. Il a fallu l'intervention de Sami Tchak, sociologue togolais. Quand arrêterons-nous de faire du passé des autres notre avenir, pour que les participants de cette réunion prennent conscience de l'état d'aliénation dans lequel se trouve l'Afrique? Quelques progrès sont heureusement visibles. Plusieurs États ont notamment mis en place une planification stratégique qui les libère de la tutelle de la Banque mondiale. Les objectifs sont les mêmes, réduire la pauvreté, améliorer l'éducation, mais les moyens sont différents. Le Sénégal, la Gambie et le Rwanda se fondent sur des concepts culturels africains pour envisager le futur. Ce faisant, l'engagement des politiques pour la communauté, sur le modèle de l'Imihigo rwandais,
pratiques culturelles anciennes liées aux ententes de rendement, est mieux compris de la population, car il reprend la tradition locale. C'est une forme d'engagement que le gouvernement prend vis-à-vis de la population. Il leur promet des résultats. Au contraire, l'imitation servile des modèles politiques les aliène. Tel est le message du sociologue sénégalais Bado Ndoye. L'avenir est ici comme un territoire qui n'existe pas encore et où tout est possible grâce à l'imagination. La littérature, la musique, l'art en général sont la clé de cette imagination. La littérature, la musique, l'art en général sont la clé de cette imagination. Les romanciers africains en ont chacun leur vision spécifique. Certains décrivent la fin du monde colonial, d'autres la division des consciences confrontées à plusieurs cultures. Pour l'Afrique, c'est une façon de se débarrasser du sentiment d'infériorité et d'imaginer l'Afrotopos, une utopie constructive pour l'Afrique. C'est un espace qui n'existe pas encore, mais que rien n'empêche de devenir réalité. La ville africaine peut être un lieu privilégié de réalisation de cette utopie. 45% des Africains vivent en ville. C'est dire l'importance que l'urbanisation a sur ce continent. Aussi, la ville africaine doit se développer en tenant compte des spécificités de la société, mais aussi des contraintes du monde moderne. L'Afrique ne représente que 4,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Il faut absolument conserver et même améliorer cette performance. Enfin, il faut que la société africaine abandonne sa tendance au mimétisme en prenant conscience de ses forces et de ses faiblesses. Conclusion. Les mouvements anticolonialistes ont rempli une mission historique en mettant en avant la civilisation africaine, qui était dévalorisée et altérée. Aujourd'hui, chaque Africain doit se réconcilier avec lui-même et avec son peuple en déterminant ce qu'il veut être et ce qu'il veut pour l'Afrique. Pour cela, il doit viser l'extraordinaire comme Nelson Mandela en Afrique du Sud et arrêter de penser qu'il est en retard sur les autres. Ce faisant, le chemin qu'il choisit de parcourir doit les mener, lui et son continent, vers l'avenir. Cette prise de maturité est une révolution intellectuelle nécessaire pour permettre la révolution économique et sociale. Ce qu'il faut retenir de l'écoute de ce Koub. Il faut repenser l'Afrique. Il faut savoir allier tradition et modernité. Il faut accompagner la résilience des Africains. L'économie culturelle va bouleverser l'Afrique. Il faut en finir avec la science du blanc. L'éducation peut changer l'Afrique. Il faut oser réinventer l'avenir. Vous venez d'écouter l'audio-Koub de Afrotopia, proposé par Kouber. Merci et à très vite pour un autre Koub.